Bienvenue à mon ciné-balado pour cet épisode spécial sur le film « Que le fan soit avec toi ». Et les plus malins auront compris que c'est un documentaire sur l'univers de Star Wars, principalement sur les fans et les collectionneurs et les cosplayers. C'est un film de Marc Joly-Corcoran. Et le 8 octobre, au Comic-Con de Québec, nous avons eu la chance de discuter devant public du film avec le réalisateur et scénariste, et lui qui est derrière le projet, Marc Joly-Corcoran. Également, un des protagonistes, un des 4 personnes suivies dans le documentaire, Steve Gros-Louis, qui est de la région de Québec, et la productrice Christine Falco. J'ai dit « on », mais en fait, c'est Patrick qui a discuté avec eux. J'étais présent, en fait. J'ai même posé, dans les questions du public, c'est moi qui ai posé une question qui me brûlait les lèvres. C'était simplement parce que le setup, la disposition était, disons, optimisée pour le moins de gens possible. Fait qu'on aurait été, vu qu'il était on avait 3 invités plus nous 2, c'était commencé à faire beaucoup de monde là, pour la présentation sur la scène. Cela dit, peut-être que vous dites, ben là, il faut connaître Star Wars absolument pour apprécier ce film-là. Pas du tout. Je dirais plus dès que vous avez une curiosité pour soit l'univers, mais surtout pour les fans. Il y en a qui vivent à Star Wars comme une religion un peu. Ben là, c'est pas... sont quand même très sensés, les gens qu'il y a dans le documentaire, mais justement de voir qu'est-ce que ça représente pour eux, à quel point finalement c'est une famille qui vient les lier. Il y a beaucoup le côté collection et le côté cosplay avec la Légion 501 qui est comme l'organisation fédérée approuvée par Lucasfilm, par George Lucas lui-même, qui permet aux cosplayers de circuler, puis surtout, ils peuvent pas être payés pour ça, là, mais d'amasser de l'argent pour des bonnes causes et tout. Fait que c'est comme le fan club non officiel, là, un peu, si on veut. Fait que, et le monde de la collection et l'achat, on va les suivre. Le documentaire a été fait sur une période de 3 ans. Et c'est super intéressant de voir le développement, mais aussi le développement des amitiés entre les protagonistes parce qu'ils ne se connaissaient pas tous. Là. Puis à un moment donné, Marc, à force de s'y faire présenter, a fini par axer sur certains, mais il en parle lui-même dans l'entretien. Et donc oui, c'est un entretien devant public qu'on avait fait au Comic-Con et il y a eu énormément de monde au Comic-Con de Québec. Alors, bravo à l'organisation. Là. Je pense que c'est une année record. Je n'ai pas suivi là, la déclaration officielle là, du nombre de visiteurs, mais quand on parlait à un des organisateurs, un directeur de la programmation, vers 13h, il pense qu'il s'enlignait déjà là, vers une année record, qu'en une journée, il allait probablement avoir le nombre de visiteurs qu'il y avait habituellement en une fin de semaine. Alors, bref, merci pour cette belle opportunité. Que le fan soit avec toi, c'est un documentaire, comme j'ai dit, depuis le 7 octobre, il est présenté à Québec au cinéma Le Clap. Il ouvre à Sherbrooke, la Maison du cinéma, si ma mémoire est bonne, le 14. Et il va y avoir quelques projections à Montréal, je pense c'est à la Cinémathèque, dans le mois d'octobre. Mais les documentaires, souvent, des fois, les salles de cinéma n'ont pas nécessairement l'espace pour les projeter toute la semaine ou ont peur du risque qu'il n'y ait personne si le sujet semble niché. Alors, n'hésitez pas à démontrer votre intérêt, là, que vous puis une petite gang, vous seriez intéressés. S'ils accumulent comme ça plusieurs demandes, c'est là qu'ils vont être enclins à faire des fois 1 ou 2 projections seulement pour contenter et s'assurer que ça soit rentable, que ça vaille la peine pour eux de jouer ce film-là plutôt qu'un autre. Fait que, voilà, si personne le demande, ben, ils vont présumer que personne le veut. Et le film est comme très intéressant. On en a parlé dans notre épisode du 7. Patrick est plus fan de Star Wars et un peu de collection, là, très modeste à sa façon, mais d'objets dérivés, des choses comme ça que moi. Mais ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Là. Moi, j'étais le premier juste à connaître cet engouement-là, si on veut, à découvrir cet engouement-là. Ça m'a vraiment... intrigué et le film nous donne envie d'en discuter davantage si on veut avec des gens qui sont dans le milieu. Fait que si en plus vous avez accès à des projections où l'équipe du film serait présente ou un des protagonistes ou d'une quelconque manière, on vous encourage vraiment à y aller. C'est ça, c'est une discussion très intéressante à avoir sur des passionnés d'un sujet finalement. Alors voilà, sans plus attendre, voici l'entrevue réalisée au Comic-Con de Québec.
Alors, première question, ça s'adresse à vous trois, à tour de rôle. Peut-être nous remettre dans le contexte. On revient en arrière. Première impression lorsque vous avez vu Star Wars pour la première fois et quel impact que ça a eu chez vous, quelle impression que ça a laissé? Écoutez, moi, je m'en suis jamais remis, personnellement. Je pense qu'on le voit dans le documentaire très bien. Faut savoir que c'est le deuxième film à vie que je vais voir au cinéma. J'étais avec ma grande sœur. Et comme j'ai déjà dit, vous savez, dans les années 70, les Premières Nations, les films qui passent, Cowboys indiens, c'est pas les gagnants, c'est souvent, ils se font anéantir, ils perdent. Et donc, ma gang perdait, et moi, je vais prendre dans cette quête-là pour un dénommé Luke Skywalker. Et wow, il gagne à la fin. Fait on s'identifie rapidement à ça. Et par la suite, ben, c'est avec la sagesse de Yoda et sa philosophie qui ressemble beaucoup à notre spiritualité et notre grand cercle, dans le fond. Ah, OK. Ben moi, en fait, je suis un fan, comme je dis souvent, depuis que j'ai 3 ans, là, même si je me rappelle plus de mon premier visionnement. J'ai toujours tendance à me répéter, là, mais mes parents m'ont emmené voir Star Wars parce qu'il n'y avait pas de gardienne. Alors, je les ai suivis. Mais ça m'a marqué depuis ce temps-là. Puis, c'est sûr que ça s'est calmé un peu durant l'adolescence. Là. À un moment donné, bon, on a d'autres intérêts qui se présentent, mais c'est revenu. Curieusement, même le gaming, j'ai commencé à être gamer assez solide aussi. C'est des trucs, des activités que j'ai commencé tard dans ma vingtaine, bizarrement. J'ai vraiment commencé à gamer des jeux plus narratifs, évidemment, là, des trucs plus cinématographiques, là, mais dans ma vingtaine tardivement. Puis Star Wars est revenu aussi en même temps. Et puis voilà, puis je sais pas, je peux parler du documentaire rapidement aussi. Oui. C'est-à-dire, en fait, l'idée est venue en 2013 et 2015. L'idée, tranquillement, s'est développée là, pour devenir, évidemment, tranquillement, cette idée de documentaire-là. Puis, ça a beaucoup déboulé quand j'ai vu le reportage, mais l'émission Les Accros, où est-ce qu'on voit Jeff et Kim dans cette émission-là. C'était Les Accros sur Canal Vie. Et puis, j'avais déjà l'idée de faire un documentaire, mais je ne savais pas trop quel angle utiliser. Puis, mais je savais que je voulais faire un truc, c'est ma vérité. Mais encore là, je me disais, OK, qu'est-ce que je vais raconter? Tu sais, je veux quand même faire quelque chose qui se tienne. Et puis finalement, avec Jeff et Kim, ça a commencé. Malgus est arrivé et Steve. C'est dans l'ordre vraiment, là, même du documentaire. Là. Puis ce qui est bien, c'est que dans le documentaire, on voit vraiment en fait la naissance de l'amitié aussi entre Malgus et Steve. Tranquillement, j'ai même filmé leur première vraie conversation. Je dis, ils se connaissaient, là, mais une première conversation. Ah oui, on avait l'impression que c'était des amis de longue date. Oui, puis ça se passait devant la caméra. Eux autres, là, la caméra était là, mais les autres, c'était vraiment... Il y avait une grande discussion philosophique sur l'art de collectionner. C'était vraiment intéressant. Et puis toi, Christine, est-ce que tu avais un intérêt ou es-tu une passionnée de Star Wars à la base ou pas du tout? Je suis une fan de Star Wars, mais pas fan fini comme Marc et Steve et les autres qui sont dans le film. J'étais très jeune, moi aussi, j'étais enfant là, quand ça a commencé. Je m'identifiais beaucoup à Princesse Léa. Je la trouvais hot, elle pouvait utiliser des armes puis combattre un peu comme les hommes dans le film. Puis évidemment, j'avais un gros kick sur Han Solo. Là. Il était tellement beau. Fait que c'était ça, plus mon lien à Star Wars. Et puis, Steve, quand tu reçois cette proposition de Marc de participer au documentaire, est-ce que tu as une certaine appréhension au début ou au contraire, tu te prêtes au jeu facilement, tu décides d'embarquer? Je me suis prêté au jeu facilement, je pense. Évidemment, il y avait déjà Malgus et Jeff qui étaient là avec Kim, que je connaissais, fait que aussi qu'il y avait eu des bons mots pour Marc. Mais c'est surtout que ce qui est dangereux, quand on embarque dans une aventure comme ça, c'est on ne sait pas qu'est-ce qui va aller le rendu de ça. Et moi, ce que je voulais, c'était que mes valeurs en tant que Première Nation, mes valeurs familiales, ressortent à travers ma passion. Tu sais, souvent, on a un cliché du geek, on l'encadre dans une boîte bien carrée, mais il y a beaucoup de différences entre les collectionneurs, les fans de Star Wars et les fans de tous ces univers-là. Et moi, c'est ce que je voulais qu'il en ressorte beaucoup. Puis c'était un peu ma crainte à la fois, puis finalement, avec le rendu, je suis très heureux. Là. Et d'avoir une caméra sur nous comme ça, comment on se sent? Écoute, en toute honnêteté, moi, vu que je suis passionné, je pense, en tout cas, Marc pourra plus répondre, j'ai oublié un peu la caméra parce que lorsqu'on voyait des images, c'est une image qui passe justement présentement à l'écran. Je parle comme si je parlerais à mon pote quand on parle de collection. Fait que j'ai oublié un peu la caméra en toute honnêteté, oui.
Et Marc, c'était quoi le défi de créer un lien de confiance avec tes participants du documentaire? Oui, ben je prends la balle au bond de lancé par Steve parce que dans les faits, étant donné que j'étais seul à filmer, donc j'avais un micro sans fil sur eux que je leur mettais quand je les suivais seul ou quand ils étaient 2-3, ben là, j'en choisissais un que je savais que j'allais entendre évidemment un peu plus. Alors, je pense que cet aspect-là, tourner sur le long terme, sur 2-3 ans, être seul, parce que souvent, là, le documentaire, il y a une équipe, là, il y a un preneur de son, il y a le caméraman, il y a le réalisateur, il y a la directrice de prod qui en arrière qui gère des trucs. Ça a l'air de rien, mais ça influence beaucoup le rapport entre la caméra, l'œil qui est là, qui filme des individus qu'on est censé filmer dans leur habitat naturel. Puis ça marche pas, je veux dire, techniquement. Donc, souvent, on voit les documentaires de cet ordre-là. C'est souvent les réalisateurs qui sont seuls, qui vont filmer longtemps dans un lien de confiance, d'intimité avec les sujets. Là. Il y a des exemples. Là, mais... Donc, je pense que ça n'a pas été un si gros défi que ça. Le plus gros défi, je devrais dire, c'est la patience. Parce que je devais filmer longtemps, un peu comme du documentaire animalier, là, un caméraman animalier qui filme pendant 12 heures parce qu'il attend le Christ qui doit débarquer de l'arbre. Il faut qu'il débarque de l'arbre, tout ça. Puis fait que c'était un peu ça là, aussi. Il fallait que je sois patient. Là. Et Christine, comment es-tu venue être impliquée dans le projet? Est-ce que c'est Marc qui t'a approché? Oui. Oui, Marc m'a approché, c'était quand, en 2017, 2018, dans ces eaux-là. Il avait déjà commencé à tourner, tu avais déjà une genre de démo. Puis moi, j'ai tout de suite été interpellée par le sujet. Puis je voulais juste dire, par rapport à ce que tu disais tantôt, Steve, moi, je ne me serais jamais impliquée dans un projet où on se serait moqué. Pour moi, je n'aurais jamais adhéré à une proposition comme celle-là. Puis Marc avait vraiment ce respect de ses personnages puis de leur passion. Parce que je pense que peu importe notre passion dans la vie, moi, j'ai d'autres passions, j'ai d'autres collections que Star Wars. On va se reconnaître dans ces personnes-là. Donc, c'est important pour moi qu'on soit dans le respect puis qu'on trippe avec eux autres, dans le fond, dans leur passion. Et comme productrice, c'était quoi les gros défis de tourner un projet comme ça? Bien, ça a été surtout au niveau du financement, bien honnêtement. Moi, je suis embarquée tout de suite. Ça a été un gros coup de cœur, le projet. Puis j'étais certaine qu'on irait chercher de l'argent de Téléfilm ou de la Sodec. Puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et heureusement que notre distributeur, Film Option International, a des installations de post-production qui nous ont permis de terminer le film dans des très bonnes conditions. Donc... Et pour toi, Marc, c'était quoi les gros défis? Je pense qu'hier, en une conversation, tu mentionnais d'avoir un peu accès à la 501e Légion, d'entrer un peu dans leur monde, là, qui est un peu hermétique quand même. Un défi technique ou défi... parce que, bon, les deux, logistique. Tout à l'heure, j'abordais le défi de la question de l'intimité, du rapport de confiance. Ça a été moins un défi, cela, parce que je savais que le défi principal, pour moi, c'était la patience, que je devais être patient. Donc, mais ensuite, les défis plus logistiques, je dirais que oui, comme Christine vient de dire... qu'elle ne se serait pas embarquée dans un projet où on se moque de cette communauté-là. Moi, c'était pas mon intention. Moi, en fait, mon intention de départ, c'était d'offrir un laboratoire qui permettrait de pouvoir... Je dis un laboratoire, là, ça a l'air un peu étrange, je dis ça comme ça, mais un laboratoire qui me permettrait à des gens qui s'intéressent aux fans d'observer ces gens-là. Donc, sans jugement, sans que la caméra porte un jugement même sur eux, parce que ça aurait été facile, là, avec les 200 heures d'images que j'ai, de pouvoir choisir des images qui auraient eu un autre regard sur la communauté, là, je veux dire. Puis, tu sais, les images, ça se manipule, tu sais, bon. Puis c'était vraiment pas mon intention. Puis ça a été un défi de convaincre la 501e au début. Je dis un défi, encore une fois, ça a été de la patience, plus qu'un défi, parce que c'est sûr que moi, au début, j'avais contacté Alben Johnson, qui est le fondateur de la 501e en Californie, là, puis je l'ai contacté directement pour dire, écoute, je fais un documentaire, blablabla, puis je veux juste avoir ton appui moral, tu sais, tout ça, puis je juge pas, puis je suis pas de... Puis, tu sais, on a eu quelques petits échanges comme ça, fait que c'est sûr que quand après ça, j'entrais dans mes communications avec la 501e Petit Forteresse, je disais, j'ai déjà contacté Alben Johnson, puis j'ai eu quelqu'un... Le défi, après ça, logistique, c'était d'entrer dans les changing rooms, tu sais, parce que, évidemment, il y a des femmes, des hommes, ils changent, ils se déshabillent, ils se réhabillent. Bon, évidemment, les gens se mettent pas à poil, là, mais je veux dire, tu sais, il y a ça quand même... C'est leur intimité, oui. C'est une certaine intimité, ce qui fait que...
ça a été un défi au début, que je leur fasse comprendre que non, moi, je vais filmer mes personnages, mes sujets, puis... On voit que tout au long du documentaire, vous avez filmé dans différentes conventions et tout ça. Est-ce que c'était dur d'avoir des autorisations d'aller filmer sur place? Vous avez été un peu gung-ho, puis on y va à l'improvise comme ça, puis... Non, du tout. Je me prenais d'avance. Le Comic-Con, c'était d'avance. Je leur demandais. Puis ils ont embarqué à partir du moment où j'ai tourné, en fait, en 2017 au premier Comic-Con d'Ottawa. J'ai contacté Cliff. Puis il faut dire que j'avais déjà eu des accès aussi un petit peu auparavant, parce que je faisais des critiques là, de blog là, pour Kinéfanos, qui est un journal universitaire. Puis j'avais déjà commencé à avoir l'habitude là, d'avoir des accès, là, disons, pour des passes. Puis par la suite, même les autres conventions, je les approchais, je leur disais, écoutez, je fais un documentaire. Puis souvent, je leur envoyais la démo, pour leur dire, c'est sérieux, il y a une productrice dans le projet, blablabla. Puis à ce moment-là, c'est comme les médias. Hein, je veux dire, les médias peuvent avoir une passe média, puis tu passes sur le site. Puis c'était comme ça que ça arrivait. C'était juste une question de procédure, c'était juste bien normal, il n'y avait pas de défi là. C'était vraiment, il fallait que je me prenne d'avance, puis je leur fasse comprendre que je viens tourner un documentaire, je suis tel personnage, puis j'aimerais ça être sur votre site. Vous allez être dans mon docu. C'est ça. Moi, j'aimerais ça, Steve, que tu nous parles de deux rencontres. La première, peut-être pour les plus geeks parmi vous, c'était à Chicago Celebration. Tu rencontres Steve Sansweet, qui est un des sommités pour les collectionneurs, écrit plusieurs livres sur les figurines et tout ça. A travaillé pour Lucasfilm quand même, une job de rêve que je pense que tout le monde aurait aimé ça avoir, honnêtement. Et un jour, je planifie d'aller visiter son musée à San Francisco. Ça fait partie de ma bucket list. Donc, comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Hey, écoute, avec l'émotion qu'on voit dans les images, tu vois que je suis comme un gamin. Hein? Je vais rencontrer pour moi un grand. Il détient le record dans le livre Guinness sur le collectionneur de Star Wars, le numéro 1. Moi, je dis toujours qu'on n'est jamais en compétition. En tant que collectionneur, on ne va pas être le plus gros ou le plus big, mais c'est le plus grand. Donc, il faut lui donner ça. Et il faut que tu saches qu'avec Kaya Boutique, c'est nous qui envoyons tout son produit canadien. Ah, c'est cool. Donc, il reçoit des colis. Vu que je suis moins bon en anglais, c'est José qui s'occupe de la relation avec lui, mais c'est qui on est. Puis, donc là, c'était de le voir puis de serrer la pince pour la première fois. Lui ici, il prend de l'âge, hein? Donc on ne sait jamais. Donc c'est tout ça. Fait que j'étais très fébrile. Puis à la fois, de l'avoir en avant de moi, j'ai pris le temps d'y montrer une photo du bunker que j'avais, parce que je suis quand même un collectionneur aguerri. Mm-hmm. Donc c'est ça. Fait que puis il y a un beau prénom aussi, hein? Fait que fait qu'on on avait un atout ensemble, disons. Et également la comédienne dont le nom m'échappe, tu pourras me le dire, qui joue dans Solo, A Star Wars Story. Donc, oui, tu parles c'est une belle rencontre. Tu parles du caractère de Enfys Nest dans The Solo Story. Ah, ça, c'était... sérieusement, il y a des gens que tu rencontres dans la vie, puis tu dis, Colin, qui ont du charisme. Cette jeune fille-là dégage un charisme incroyable. Elle voit que je balbucine, mais j'ai de la misère à jaser. Déjà, je suis en anglais. Je m'exprime pas bien. Puis là, je lui sors les photos des enfants qui sont en regalia. Un regalia, c'est un... On dit jamais ça, mais pour que les gens comprennent, c'est un habit traditionnel de chez nous. Donc, ils sont en regalia. Et là, je lui explique que son costume, il vient d'une inspiration Première Nation. Et Marc en fait un beau jeu d'image à un moment donné dans le documentaire. Et là, elle comprend où est-ce que je vais aller. Je lui ai dit que, vu que je ne pouvais pas apporter mes enfants, qu'il m'avait demandé de donner des cartes postales de chacun. Alors, je lui explique tout ça. Puis, absolument, on ne peut pas prendre de photos. Hein. Mm-hmm. C'est comme, tu sais un peu comment ça fonctionne dans les Comic-Con. Donc, je lui demande juste par politesse, pas de me prendre avec en photo, mais juste de déposer que les jeunes ils voient que je l'avais pensé à eux. Tu sais. Fait qu'elle a fait un super smile. Puis, vraiment, sérieux, ça a été une belle rencontre. Puis, je trouve que si les acteurs seraient tous comme ça, parce qu'ils ne le sont pas tous, hein, évidemment, ce serait merveilleux pour les fans. Mais en tout cas, pour moi, c'était une des très belles rencontres. Et c'est pour ça que je rigolais, parce que Marc avait essayé de prendre des images. Tantôt, quand tu parlais des accès, tu sais, puis il y avait un monsieur qui était arrivé, puis il l'avait court-circuité à un moment donné, hein? Parce que... Oui, exactement. Tout de suite. Vas-y. Je filmais de loin Steve qui rencontre Ian McDiarmid, puis là, il y a une madame qui voyait que j'étais assez loin, j'avais une lentille, une longue focale, tout ça, puis elle voyait que je filmais, puis là, elle regarde, avec le gros smile, elle se met devant, puis elle fait comme tu sais, comme ça, là, avec les mains, tout ça, puis là, j'ai arrêté, puis là, OK, bon.
J'ai compris le message. C'est ça, exact, c'est ça. Fait que, c'est pour ça, tantôt, quand tu parlais d'autorisation. Mais bon, non, sérieusement, pour moi, ça demeure un très beau coup de cœur. Et un des points forts du documentaire, c'est évidemment votre voyage en Tunisie. Vous allez voir des lieux mythiques du film original, A New Hope. Pouvez-vous nous parler comment tout ça s'est mis en branle? Est-ce que c'était dès le départ une des idées maîtresses du documentaire ou ça s'est improvisé au fur et à mesure? Ben, je dirais que c'est venu pendant mon tournage. C'est pas venu au départ parce que c'était pas quelque chose qui s'est développé. C'était pas un objectif qui s'est développé tôt. C'est-à-dire que j'ai pas le moment où est-ce que je fais mes personnages. Hey, on s'en va en Tunisie. Hey, on s'en va en Tunisie. Hey, on s'en va en Tunisie. Puis là, qu'on trippe puis qu'on prépare le voyage dans le documentaire et tout ça. Donc, ça arrive comme en songe dans le documentaire tranquillement parce que c'est arrivé tardivement parce qu'en fait, on savait pas si on pouvait y aller non plus. Ouais. C'est ça, le financièrement. Mm-hmm. Parce que, bon, moi, j'attendais, on attendait du financement, puis on aurait aimé ça que tout le monde vienne. Fait que là, un moment donné, je me suis dit, c'est moi, là, vraiment, qui ai pris sur moi. Je me dis, OK, là, à ce point-ci, après Celebration, je sentais que Celebration, c'était émotif, c'était cool, mais ça faisait un beau, excusez-moi, dans le jargon, plot point, pré-conclusion, là. Mais j'avais besoin d'une vraie conclusion. Puis dans l'esprit du pèlerinage où je voulais amener cette idée-là, tu sais, ou d'amener mes personnages. Puis ça correspondait beaucoup à des idées que j'ai développées aussi dans certains travaux précédents, là, un autre documentaire, d'ailleurs, que j'ai fait sur le pèlerinage là, en Inde il y a plusieurs années. Fait que c'est pour ça que je dis souvent ce documentaire-là, pour moi, c'est comme un petit peu une suite spirituelle à ce premier documentaire que j'ai fait un peu trop jeune et j'avais un petit peu trop carte blanche, je pense, à l'époque, mais tout ce qui fait que... Bref, fait que je suis très content de ce documentaire-là. Du dernier, je veux dire. Fait que oui, je me rappelle même plus c'est quoi la question. Mais ben, comment tout ça s'est organisé? La Tunisie, oui, c'est ça. Ben, c'est ça, oui. La Tunisie, quand c'est venu finalement comme officiellement là, en 2019, après Celebration, c'est là que je me suis mis à plus organiser ça techniquement, logistiquement, là, pour voir, OK, on va y aller, puis qui vient pas. À un moment donné, je devais y aller seul avec Magus, puis après ça, ben, Steve s'est ajouté, puis ben là, Jeff et Kim étaient dans une phase de leur vie un peu particulière, là, donc Jeff, il changeait de travail, mais il changeait même pas de travail, je pense qu'il quittait sa job carrément, mais qu'il n'avait pas de boulot. Kim a changé de travail aussi, donc c'était un peu embêtant. Fait que finalement, bon, ça a été avec Jeff et Kim, Steve et Magus, mais voilà. Mais je suis très content, en fait, qu'au moins, ils aient été deux. Parce que je me vois maintenant filmer Magus seul là-bas, avec qui il aurait partagé sa joie. Tu sais. Puis de les voir, les deux, comme des petits culs, se faire des hugs vraiment très sincères. Puis non, fait que je suis très content vraiment de cette... Et tout ça s'est déroulé quelques jours avant la fermeture de toutes les frontières par la pandémie. Peux-tu juste nous parler un peu de cette ambiance-là quand vous étiez sur place? C'est drôle parce que 2-3 semaines avant qu'on parte, à un moment donné, j'étais dans la cuisine à Magus, puis on se regarde, on se dit « Caroline, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va pas bien en Europe, là. » Puis là, moi, j'étais là, puis on était un petit peu dans le mood, je dirais, dans l'esprit. Ah, c'est juste une grippe, là, ça doit pas être si pire que ça, là, bon, on était un peu, puis un peu, pas tout le monde, là, je dis pas qu'on était inconscient et innocent, mais quoi qu'un peu. On savait pas trop. Hein, on n'était pas trop sûr de la gravité encore de cette maladie-là, ce virus-là, ce qui fait que... Puis en Tunisie, il n'y avait pas de code déclaré. On se dit, on passe par l'Europe en transit. On fly en Tunisie, on revient. On fly. Finalement, quand on est revenu, on est quand même resté 24 heures à Paris. Ce qui fait qu'on aurait... En tout cas, puis en France, ça a commencé à monter, les cas. Écoute, Steve, tu pourrais aussi parler de la situation à toi, parce que j'avoue que quand on est revenu... en tout cas... Oui, vas-y. Ben, c'est que dans le fond, lorsqu'on est revenu, tu sais, comme moi je prends l'avion, peut-être comme nous, il y a un air climatisé dans l'avion, tu sais, on revient avec des mal de gorge, on tousse un petit peu. Et moi, j'avais juste un spécialiste à aller voir au CHUL 3 jours après. Et simplement, vu que je toussais un peu, je voulais pas, tu sais, c'était rien avec le COVID, mais je voulais juste protéger les gens. Donc, j'ai demandé un masque à l'entrée. Mais là, les masques, à ce moment-là, on n'est pas habitué à ça. Donc, je mets un masque et je rencontre mon spécialiste et j'ai le malheur de tousser pendant que j'étais avec le spécialiste. Il me demande si j'ai voyagé. Je lui ai dit oui, je viens de l'Europe. Je pensais que c'était une installance d'une caméra. Il est parti, tout est resté dans le bureau. Ça a pris 20 minutes. Ils sont arrivés habillés comme dans Haiti. Fait que ils m'ont emmené dans une pièce. Ils m'ont enfermé dans une pièce vitrée
avec moi et ma blonde qui était avec moi. Ils ont dit, sortez pas. Là, ils s'astinaient au bord de la vitre comme s'ils s'en allaient tous à la mort, qui allait venir me passer la radiographie. Tu sais, tu comprends? Fait que j'ai apparu comme le 3e cas, peut-être, au Québec de COVID. Ouais, tu comprends? même. À ce moment-là, il n'y a rien. C'est 15 jours, 3 semaines que ça a déboulé par la suite, mais là, on est comme un peu avant. Hein? Donc, fait que là, je me suis ramassé un peu comme... un cobaye. Puis ils m'ont comme enfermé chez nous pendant tant de jours, tu sais, après, puis enfermé. Finalement, j'avais absolument rien. C'est juste un concours de circonstances, c'est mal compris, tu vois. Fait que c'est ça. Mais bon, mais pour ce qui est de l'émotion là-bas, là, pour continuer dans ta question, écoute, une image en vaut 1000 mots, je pense. Là, tu vois très bien quand j'appelle mes enfants, puis je regrette tellement pas d'avoir fait ce moment-là. Je pensais jamais là, que ça irait dans le documentaire. Ce bout-là, c'est Marc qui a fait les... Oui, vas-y, prends-la, vas-y. Mais justement, quand je le vois aller avec le... Tu sais, il n'y avait rien de stagé. Là, quand on dit qu'il n'y avait rien ou de stagé, c'est un peu... Ça, c'en est un bel exemple. Puis c'est un gros moment là, fort de ce moment, de cette scène-là, là, en Tunisie, quand il dit « Il faut que je parle à mes enfants ». Puis là, moi, je suis là avec ma caméra. Puis là, tu sais, moi, je faisais d'autres choses. Puis j'étais à côté de lui quand il a dit ça. Dans Christy, il faut que je filme ça. Puis là, la caméra est partie juste à temps, tu sais. Puis là, après ça, juste au cas où, je t'ai dit, tu peux-tu m'envoyer ton fichier, tu sais, parce que je me promenais autour de lui, parce que j'étais un peu pris rapidement. Fait que ça, c'est un autre moment qui a été pris puis qui n'était pas prévu. Tu sais, il m'a pas dit, hey Marc, je vais parler à mes enfants, tu filmais ça? Tu sais, non, pas tout. Il fallait vraiment que je suive la POC, là. Comme Magus, il dit, des fois, je manquais d'affaires, Magus me regarde et dit, suis à la POC! Il dit à la blague. Excuse-moi, Steve. Pas de problème. Non, c'est ça, tu sais. Je prends le bon sel, puis il y a une ligne, tu sais. Fait que je vais essayer de les appeler. On débarque, là. On vient de débarquer. Il faut savoir qu'on la cherche, la maison. C'est pas commun. Combien de temps de l'hôtel, ou en tout cas du centre-ville où vous étiez? Écoute, de notre hôtel initial, c'est 5 à 6 heures. Oh, quand même. Puis de l'hôtel où est-ce qu'on Marc avait réservé pour être proche, pour faire le double tournage, le soir et le matin, c'est à peu près 45 minutes, 1 heure, hein, à peu près, Marc. Mais c'est que les guides ne savent pas où est-ce qu'on va. OK, primo, c'est pas sur un circuit touristique. Moi, c'est pas sur un circuit touristique. Là, on est à 15 km des lignes algériennes. Il y a un petit conflit, je sais pas, je veux pas débattre là-dessus, mais il y a des tensions. On sait qu'il y a des tensions. Faut pas que tu restes là à noirceur. Donc, il y a une tension. Et là, nous, on arrive, finalement, on l'aperçoit au loin. On s'en va vers la maison de Luc. On capote. Et là, moi, je débarque, c'est ça. Puis là, je vois qu'il y a une ligne, mais la ligne est faible. Fait que là, je me dis, non, il faut que j'appelle mes enfants. Puis là, je vois que ça ne fonctionne pas. Fait que je vais enregistrer, puis dès qu'on voit un meilleur signal, je les envoie, tu comprends? Oui. Mais là, en partant ça, là, je t'en parle, j'ai encore un peu la chair de poule dans le nuque, c'est qu'en partant ça, c'est que j'ai pas prévu ce qui allait arriver, puis là, je viens que le trémolo. Puis vraiment, là, je te le dis, là... Ah oui, on le voit, on le sait. Et là, on comprend. J'essaye, puis là, je me dis, j'ai Malgus qui est tout près, puis là, je me dis, tiens-toi debout, tu sais, hein, on veut se tenir debout, le guerrier, le reste debout. Fait que là, j'essaye, mais plus j'essaye, moins que ça va bien, tu comprends? Fait que l'émotion remonte, puis je suis même pas capable de l'estimer ou de la quantifier, c'est juste que j'ai de l'émotion. Et là, je le parle. Puis là, dans le fond, je le parle. Puis je les salue. Puis je raccroche. Mais écoute, par la suite, le rendu fait en sorte que tu vois très bien où est-ce que j'en suis. Puis quand je parle de boucle, souvent, tu sais, j'ai fait venir des acteurs à Québec, j'ai fait des conventions sur Star Wars, j'ai rencontré des gens, je me suis lié d'amitié avec Jérémy Bollock sur une quinzaine d'années. Il est venu à la maison, il est venu passer du temps dans la communauté, on s'écrivait, tu sais. Proust, c'est pareil. Puis là, tu arrives à la fin, puis tu dis, oh, là, j'ai l'impression que je viens de boucler ma boucle. Tu sais, tantôt, tu parlais de bucket list, là. Mm-hmm. Mais là, tu peux dire, là, je viens de la cocher, mais là, j'atteins un niveau où est-ce que, ça va être dur. Tu comprends? On parle de pièces de collectionneur. Je reçois des belles pièces encore aujourd'hui, mais avant, j'étais excité, tu sais, mais je suis monté à un niveau supérieur. Physiquement sur place, c'est quelque chose. C'est ça. Fait que, il me reste Galaxy Edge, mais pour moi, la maison de Luc était le summum. Question qui tue aux douanes quand ils te voient avec ton costume de Stormtrooper. Ils doivent poser des questions. Le plus drôle, là, oui, c'est qu'on arrive avec 2 gros coffres de plastique, on le voit dans le documentaire. Et là, on est ici à Montréal, les gars, ils tripaient, c'était des fans de Star Wars. Fait que les autres, ils tripaient, on avait sorti nos morceaux, ça allait bien. Quand on est arrivé en Europe, c'était un peu plus compliqué. Mais moi, j'avais peur quand on arrive là-bas en Tunisie. Mais le plus drôle, c'est qu'on a sorti tout de suite nos armes, OK, pour montrer que c'était pas des vrais. Mm-hmm. On a montré nos costumes, les gars tripaient. Ils trouvaient ça le fun. Mais c'est lui qui a eu des problèmes. Ah oui? Parce que c'est que lui, il a eu des problèmes. Il a fallu l'attendre au moins une quinzaine de minutes parce qu'il y a des caméras
Et là, il passait pour un journaliste qui venait-tu enquêter sur le pays? Qu'est-ce qu'il venait faire avec sa caméra? Et là, il y a eu plusieurs questions. Fait que là, moi puis Malgus, là, tu connais le moqueur à Malgus, on se tapait sa gueule, on était là, puis on riait de lui, on le voyait s'expliquer, tu sais, puis c'est lui qui a eu plus de problèmes que les costumes. Comme la séquence d'Airplane où quand les terroristes rentrent sans problème, puis la vieille madame, c'est pas le principe, tu comprends? Fait que c'est ça. Excellent. Autre chose à dire sur ce périple-là en Tunisie? Ben, c'est drôle, puis c'est tellement drôle parce que je me rappelle vraiment pas de ce moment-là quand j'ai eu... En fait, peut-être parce que je m'y attendais là, aussi. Là, c'est comme enlever ça de ma mémoire, là, les troubles que j'ai eu aux douanes en Tunisie, mais c'était juste fallait que je leur fasse comprendre que non, j'ai pas... Puis en même temps, on n'avait pas de visa professionnel. Là, quand tu vas tourner comme ça, guérilla style, tu y vas en touriste, puis je veux dire... ah non, je me rappelle plus de l'excuse que je leur ai donnée, mais c'est pas... je suis pas un journaliste pantoute, je suis un prof à l'université, puis je suis comme bon, j'essayais de... Puis c'est vrai, tu sais. Alors, je mentais pas. Mais sinon, c'était un périple qui a été vraiment court. Là. C'est-à-dire, on est parti du 2 au 7 mars. Mais quand je dis on est parti d'ici le 2, on est revenu le 7, ça veut dire que là-bas, on est resté 2 jours et demi et 3 quarts. Wow. Donc, beaucoup de transport là-bas, là, forcément. Puis Steve, qui, lui, avec la tête dure qu'il a, poussait un peu, je dis ça amicalement à Steve, tu me connais, il poussait pour voir d'autres lieux très rapidement. Fait que je pense qu'il y a plein de lieux là, qu'on a passés que j'ai pas filmé là, parce que moi, l'important, c'était vraiment la maison de luxe. C'était le lieu original du premier tournage. Le premier clap dans le désert, là, c'était dans le désert. C'était à Tozeur, là, donc à côté de la maison de Luc, où est-ce qu'on voit justement Steve et Malgus. Donc pour moi, c'était comme l'instant originel qui était important de capturer, plus cette émotion-là qu'il vivait. Mais 2 jours et demi, 3 quarts, j'avoue que je l'ai trouvé rough. J'ai dit à ma blonde, là, OK, on va y retourner un moment donné, puis je veux juste profiter du moment, parce que moi, honnêtement, j'en ai pas... j'ai pas vu passer là, le moment. Là, ça a été très rapide. J'ai quelque chose à rajouter. J'espère que Marc va nous mettre quelques scènes coupées éventuellement dans le produit Blu-ray ou quelque chose, parce que, vous savez, la maison de Luc, c'est en 2 morceaux. C'est dans un hôtel, l'intérieur, et l'extérieur, c'est la musique qu'on voit si bien. Mais lorsqu'on arrive, puis là, on est énervé, on court, on rentre pour aller voir l'intérieur de la maison de Luc, qui est dans la ville juste avant, là, et au lieu de tourner à droite, on tourne à gauche. Et là, on arrive dans une place où, tu sais, on est tellement excités. Malgus, il dit hey, « wow! » Puis là, je m'en souviens, il se couche sur le plancher, puis il fait le bacon tellement il est content. Mais là, il y a 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes. Là, on prend connaissance des lieux. On n'est pas à bonne place pour tout. Tu comprends? Mais on est tous fous comme de la vente, mais on n'est pas à bonne place. Mais Marc, il filme. Puis tu sais, fait que là, à un moment donné, tu dis « tabarnak! » Là, on reprend l'autre bord, tu sais, mais ça, c'est un moment qui valait 1000 mots encore, là. Effectivement, je l'ai filmé, puis je peux te confirmer que je l'ai, le moment. Là, je l'ai mis de côté quand on s'en est reparlé, là, une couple de semaines, une couple de mois. Puis je peux confirmer que si jamais on a un Blu-ray, que le distributeur accepte de sortir une couple de copies physiques, parce que les fans, il y en a qui me l'ont demandé, qui veulent une copie physique. Ouais. Je peux déjà confirmer que j'ai 45 minutes de côté d'images, de scènes coupées qui ont été montées, puis de scènes coupées. Ça fait pas partie des scènes coupées, par contre, officielles de première version, mais j'ai mis une dizaine de minutes d'images comme ça, un peu loufoque. Malgus, des fois, il fait le pitre, puis ça, c'est assez drôle. Là. Donc, oui, il y a du stock de côté. Et le bunker, on vous voit que vous rentrez un petit peu, mais est-ce qu'on peut vraiment descendre un peu, ou il y a vraiment comme une porte qui... Quand on dit bunker, c'est la maison de Luc? Oui, l'extérieur. Ah oui, j'ai filmé à l'intérieur. Okay. En fait, il y a dans les images que j'ai mises de côté pour un futur éventuel Blu-ray, je les ai mises de côté, ces images-là. On voit à l'intérieur qu'est-ce que c'est. On voit même Malgus qui explique qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Okay. Dans le documentaire, je ne voulais pas voir ça. Je voulais vraiment rester un peu... je dirais un peu, je donne des fois l'exemple un peu de Rencontre troisième type de Spielberg, qui, dans ses premières versions, il ne voulait pas voir l'intérieur du vaisseau. Puis des versions ultérieures, des producteurs ont poussé pour dire « On veut voir l'intérieur du vaisseau, les gens sont curieux. Hein? » OK, bon, ils ont fait un reshoot, ils ont tourné l'intérieur du vaisseau. « Ah, c'est beau, c'est magique, la musique de Pinocchio et tout ça. » Finalement, le directeur Scott, qu'est-ce qui est arrivé? Il a coupé cette scène-là, parce qu'on s'en fout de l'intérieur du vaisseau. C'est pas ça qui était le but du film, tu sais. Alors, c'est un peu ça. Moi, je voulais pas péter la magie de ce moment-là d'émotion que les gars vivaient, puis de montrer l'intérieur de la maison qui est un petit peu bric-à-brac avec des pancartes décoratives, puis c'est ça. Oui, un petit... Oui, je suis d'accord avec ça, parce que ça brise la magie. On a quelques minutes pour des questions. S'il y en a qui veulent venir au micro poser une question ou deux, on vous invite. Je vais vous encourager. Je me demandais, au niveau du montage, Marc, tu as dû ramasser
une centaine d'heures sûrement de matériel. Est-ce que tout au long du 3 ans de tournage, tu commençais à monter l'affaire ou tu as attendu à la fin pour avoir une trame narrative un peu? Oui, j'ai attendu, en fait. Évidemment, je faisais ce qu'on appelle le dérochage là, au fur et à mesure. Là. À chaque fois, puis des backups et tout ça. Mais j'ai vraiment commencé à monter officiellement des premières scènes en 2019. Mais juste pour faire des tests, pour essayer certaines scènes, je savais que peu importe la structure narrative, il y avait certains moments qui étaient intéressants. Puis je les essayais, je les montais. Mais j'ai vraiment profité, je dirais, en fait, de la pandémie, là, je vais être honnête, là, pour dire que j'avais les roches de la Tunisie. En fait, j'avais une version en 2019 que j'ai montée, officiellement. Parce qu'en 2019, il faut dire que mon dernier tournage en 2019, c'est Celebration. Fait qu'à partir du moment où j'ai tourné Celebration, puis même certaines scènes avec Star Wars en direct, j'ai pas tourné après ça jusqu'à la Tunisie. Là. Donc, j'ai pris l'automne 2019 pour commencer une version jusqu'à la Tunisie, puis là, je laissais des slates, des planches noires là, pour dire « Ah, Magus fait ci, Magus fait ça en Tunisie. » J'avais un petit peu une idée de ce que je voulais voir aussi en Tunisie. Puis, j'ai peaufiné tout ça durant la pandémie, 2020-2021, avec plusieurs versions. Christine en a vu plusieurs. Puis des monteurs aussi. Hein, j'ai envoyé des versions de mon montage à plusieurs monteurs, des amis monteurs dans l'industrie qui ont un œil, qui ont un regard, là, qui était... puis ça a vraiment fait une différence, là, en fait, je dirais, là, tous ces commentaires-là, parce qu'en fait, je suis tellement de l'intérieur à un moment donné que à un moment donné, on voit plus clair, là. Donc, alors, ouais, c'est ça. Alors, j'ai fait plusieurs versions. Excellent. Bien, sur ça, je laisserai peut-être le mot de la fin à Christine, à la productrice. Bien, en fait, je voulais juste remercier les gens qui ont participé à notre campagne de sociofinancement, qui nous ont permis, avec le distributeur, de pouvoir finir le film. Donc, le film est en salle à Québec depuis hier. Il va être à Sherbrooke aussi à partir de la semaine prochaine, le 14, et quelques dates à Montréal aussi, les 20 et 22 octobre. Donc, si vous avez vu le film, bien, parlez-en à vos amis, soyez nos ambassadeurs, demandez-leur de nous encourager en salle. C'est toujours important de voir les films au cinéma. Bien, sur ça, merci à vous. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci à Marc Joly-Corcoran, Christine Falco et Steve Gros-Louis du documentaire Que le fan soit avec vous et que la force soit avec vous pour le reste du Comic-Con. Merci.